Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 2, épisode 15, et on est en direct de Sorel-Tracy. Ok. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie du Charles Darwin des jeux de société. Il teste chaque jour la théorie de la sélection naturelle. Monsieur Jean-François Chrétien. Hey, salut Simon, ça va? Salut Jeff, ça va bien toi? Ça va bien? Magnifique. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie et même dans la demeure d'un invité tout à fait spécial. Il est ce qu'on peut appeler un geek professionnel. Passionné par les jeux depuis toujours, il est maintenant professeur de sciences et de technologie en secondaire 1 et 2. Il a investi des milliers d'heures dans les jeux vidéo et les jeux de rôle avant de devenir un fanatique de jeux de société au début des années 2000. En plus, c'est un fan de comic book, de Star Wars, un pêcheur de chalet, un hockeyeur, un cuisinier en herbe. En fait, c'est le roi du barbecue. Et son talon d'Achille est les jujubes. Dans le domaine ludique, il est considéré comme l'un des pionniers de la création de contenu très prolifique. Sa chaîne YouTube il crée sa chaîne YouTube en mars 2016 et compte maintenant plus de 2000 abonnés et plus de 200 vidéos. Une chaîne qui continue de prendre de l'ampleur avec plusieurs nouveaux animateurs supplémentaires dont un expert Kickstarter, un spécialiste des jeux pour enfants. Il a d'ailleurs mentionné qu'il aimerait ça éventuellement consacrer un peu plus de temps à sa chaîne YouTube pour étendre son influence encore plus loin. Sa chaîne couvre énormément de choses, donc de l'actualité, des top 10, des reviews de nouveautés, des entrevues, des visites de lieux ludiques et plus encore. Alors ça commence à en faire beaucoup déjà pour une personne, mais ce n'est pas terminé. Il écrit aussi pour Lente Ludique. C'est le cofondateur du site d'actualité Passion Board Game, organisateur et fondateur des Meeple Milliade compétition amicale de jeux qui se tiendra pour la deuxième édition, si je ne me trompe pas, le 9 juillet prochain à l'école secondaire Bernard Gariepi à Sorel-Tracy. Donc, ce n'est pas sans raison qu'il est maintenant reconnu dans l'industrie du jeu québécoise et qu'il avoue même se faire reconnaître dans la rue de temps à autre par des fans. Notre invité est une figure emblématique que l'on se doit de surveiller pour les prochaines années. Et je vous laisse avec l'une de ses citations les plus célèbres. Les jeux sont rassembleurs et peuvent devenir un rendez-vous social. Nous avons l'immense plaisir de recevoir à Balado Ludique nul autre que Capitaine Carbone, Monsieur David Couteau, le professeur Board Game. Le professeur! Oh, oh, oh. Salut les gars! Hey, salut David, ça va bien? Ça va bien, vous autres? Une grosse réputation. Ben oui, c'est beaucoup d'exploits, ça, pour un seul homme. Oui, et en plus, on se dit tout ça a été fait dans les 2 dernières années, donc c'est encore plus exceptionnel. Absolument. Mais merci de nous inviter chez toi, d'avoir la chance de venir ici, de discuter avec toi de jeux. Bien hâte de voir ton top 10 d'ailleurs. Très hâte de voir ça. J'espère vous surprendre encore une fois. Ok, ben en fait, comme d'habitude, on va commencer peut-être par un petit tour de table. Là. JF, Ouais. t'as-tu joué à des choses intéressantes ces temps-ci? Ben là, on sait, hein, on est allé au Jab. Au Jab? Il y a beaucoup de choses qui s'est passé au Jab, dont j'ai pu avoir la chance d'essayer pour la première fois le jeu This War of Mine. Et oui, je parle bien du jeu de société qui est l'adaptation du jeu vidéo This War of Mine, le populaire. C'est un jeu de survie, hein, c'est un jeu coopératif de survie dans lequel on est dans une espèce de guerre civile et il y a des pénuries de nourriture, on doit se trouver on est dans une maison un peu abandonnée où on va devoir essayer de rebâtir la maison pour se protéger du froid, aller chercher de la nourriture, tout ça. Gros jeu de survie, ce qui est vraiment intéressant, pour ceux qui connaissent le jeu vidéo, le jeu de société est vraiment calqué sur le jeu vidéo, c'est-à-dire que c'est une des adaptations de jeux que j'ai vu qui est la plus fidèle au jeu de base. Donc, on peut comprendre juste en disant ça que c'est pas un petit jeu, il se passe beaucoup de choses, c'est un jeu très massif. On considère qu'une vraie partie, là, si tu ne meurs pas là, après 1 heure, peut durer environ 10-12 heures pour finir la game. Épique. Donc, ouais. Tu peux sauvegarder, là. Tu joues pas ça d'un coup, là. On s'entend. Parce que même au Jab, là, tu joueras pas au même jeu pendant 12 heures. Exactement. Non, la boîte, ils ont pensé évidemment au système, donc une façon de sauvegarder sa partie où on est rendu pour la continuer ultérieurement. En effet, je pense qu'on a fait 3 tours en 4 heures.
Donc, ça te montre un petit peu, puis dans une partie, il doit y avoir une dizaine de tours. Donc, on peut voir un peu l'ampleur du jeu, du processus. C'est un jeu de plateau, et avec, le plateau et la maison, avec plusieurs lieux qu'on va devoir visiter dans la maison, nettoyer, soit ouvrir des portes, ou juste nettoyer, enlever les déchets qui s'y trouvent. Qui va nous permettre éventuellement de construire des objets, pour faire de la nourriture, pour générer de l'eau, tout ça. Et comme dans le jeu, il y a la phase de jour où on est à la maison, on va faire nos actions dans la maison. Et il y a la phase de nuit où on va partir en expédition pour aller, scavenger de la nourriture ou des armes. On va aller dans des différents lieux, faire différentes rencontres et essayer de récolter des ressources là, pour revenir puis continuer à survivre. C'est un jeu assez violent, on s'entend que c'est un jeu qu'on va mourir plusieurs fois avant de pouvoir se rendre jusqu'à la fin. C'est quand même un jeu avec une genre d'apprentissage que plus tu connais le jeu, plus ça va être facile. Tes décisions vont être plus faciles à prendre parce que tu sais un petit peu plus ce qui s'en vient. Moi, je pense qu'il faudrait laisser mourir les enfants. C'est vrai que les choix sont assez déchirants. Les choix sont très déchirants, exactement. Une des particularités, c'est que c'est un jeu coop, mais c'est un peu un jeu coop solo. C'est un peu comme le jeu vidéo, c'est-à-dire que oui, on joue, ça peut jouer jusqu'à 6 joueurs, mais il n'y a pas de tour de jeu, c'est pas comme à mon tour je fais une action, à ton tour je fais une action, c'est vraiment tout le temps collectif, les actions, donc on va décider ensemble, on a jusqu'à 4 personnages en même temps, puis on va choisir collectivement qu'est-ce que font ces personnages-là, et justement, il va y avoir des décisions déchirantes, on va pouvoir, en discuter, trouver une solution ensemble ou juste passer au vote si on ne s'entend pas. Donc, il peut même avoir de la bisbille à l'interne au sein même des joueurs parce que, oui, il y a des situations très déchirantes, tu ramènes les bébés ou tu ramènes la nourriture puis les guns que tu as absolument besoin. Décision qui semble facile pour un joueur, mais quand tu es vraiment... c'est un jeu très immersif, quand tu es très dans le jeu, tu peux plus juste dire que c'est un jeu puis on pense à ce qui est pratique. Là, c'est ça, ça joue ses émotions des gens aussi. Absolument, hein. absolument. C'est un jeu très fort en émotion, en effet. Moi, j'ai trouvé que c'est un superbe jeu. Vraiment, c'est rare les jeux qui sont aussi proches de leur adaptation. Surtout en jeu de société, on a tendance à enlever beaucoup de choses pour que ça soit plus facile à jouer puis que ça se joue dans un temps raisonnable. Eux, ils s'en sont foutus. Ils ont dit, on va faire le jeu comme il est. Un jeu vraiment compliqué qui se joue dans un temps pas raisonnable. Exactement, mais ça marche. Qui n'est pas un coop, mais presque. Mais qui est un coop solo. Ouais. Un coop solo. Ça, c'est tu joues avec toi-même, tu gagnes avec toi-même ou tu perds avec toi-même. Un coop solo, ça c'est le... Généralement, tu perds ce jeu-là, en fait. Ouais. Mais superbe jeu, je trouvais ça vraiment, vraiment génial comme expérience. Tout est là. Vraiment, ceux qui ont apprécié le jeu vidéo, je pense que ça peut donner cette même expérience-là, mais à jouer collectivement. Donc, super intéressant. Il faut quand même être préaverti de à quoi ça ressemble ce jeu-là, mais ça vaut la peine d'au moins faire une partie, l'essayer. C'est vraiment, vraiment bien fait. Là. Très cool, très cool. David, toi t'avais, là on est dans le futur, mais on va parler comme si on était aujourd'hui. Donc hier, c'était le Tabletop Day, c'est ça, ouais, exact? International Tabletop Day. Ouh! Donc j'ai invité quand même plusieurs amis chez moi. On était peut-être 8-10. On a gamé toute la journée, toute la soirée. Ah ouais, ça c'est du respect. Là. De la nuit. Fait que j'ai eu une bonne dose de jeux hier, je te dirais. Là. J'ai joué peut-être à 9-10 jeux dans la journée. Donc c'est bon, c'est une bonne petite dose. Et j'ai essayé un jeu qui est sorti récemment aussi et qui va aussi sur la vague de tous les films de super-héros avec la sortie d'Avengers Infinity War. Donc j'ai essayé le jeu Thanos Rising. Oh! Okay. J'ai vu des photos, mais j'ai aucune idée c'est quoi. Un jeu de USO Poly. Donc USO Poly commence... C'est un jeu de party, ça? Non, mais justement, ils commencent à sortir des jeux qui ont de l'allure, tu sais, puis qui sont pas nécessairement des jeux juste grand public ou... L'année passée, ils nous avaient donné Harry Potter. Ils ramènent quelque chose d'intéressant puis de moderne. Là. Avec des franchises. Hein. C'est ça. Fait que, c'est un jeu qui est basé sur le film Infinity War. C'est un jeu coopératif. Donc, les joueurs vont jouer les super-héros. Donc, Captain America, Iron Man, Black Panther et toute compagnie. Et le but est d'empêcher Thanos de détruire l'humanité. De faire le gant. D'assembler le gant de l'infini ou de tuer trop de héros. Ah, ok. Donc, on va avoir chacun une base d'opération. Puis, on va commencer avec un leader, qui est un héros qui est relativement plus fort d'habitude. Et à chaque tour, en fait, ce qu'on fait, c'est que c'est un jeu qui est basé beaucoup autour des dés. Ça me fait penser à un jeu un peu comme le signe des anciens.
Ouais, Elder Sign. Dans ce style-là. Donc, tu vas avoir un pool de dés au début de ton tour. En fait, avant de jouer, tu vas faire jouer Thanos. Fait que Thanos, il y a 2 dés que tu vas lancer. Et qui va gagner de l'influence sur les pierres de l'infini pour pouvoir les gagner. Fait que, on va lancer le dé de l'infini. Puis sur la couleur qui tombe, on va mettre un jeton d'influence à cet endroit-là. Quand une pierre a 5 jetons d'influence, il gagne la pierre. Donc on la met sur le gant. On a vraiment un beau gant comme composante. Puis on a vraiment les petites pierres, là, les petites gemmes. Ah ouais, ok, on va mettre la gemme sur son gant quand elle gagne et on va tourner le jeton. Donc maintenant la gemme va lui donner un pouvoir. Quand on va rouler cette couleur-là, ça va activer son pouvoir. Nice. Ça c'est négatif pour nous autres. Et s'il assemble toutes les gemmes, il gagne automatiquement. Après ça, nous on va jouer. Donc on va avoir un mini plateau qui est dans le fond 3 sections. On a une statue de Thanos qui est beaucoup trop grosse là, pour le jeu. En fait, la statue, elle doit faire comme 15 cm de hauteur, une grosse figurine en plastique de Thanos. Et Thanos est placé sur le plateau, puis il va regarder un des 3 secteurs du plateau. Donc, le plateau, c'est comme un cercle avec 3 sections dans le fond. Dans chaque secteur, on va avoir 3 cartes qu'on va mettre du paquet de cartes. C'est soit des cartes de héros, soit des cartes de vilains. Donc les héros sont là, on peut aller les recruter pour les mettre dans notre équipe. Les vilains, ben, il faut qu'on les batte. C'est ça le but du jeu, c'est de battre tous les vilains avant que les conditions de défaite arrivent. Et en auto, on va décider dans quel secteur on va. Et on va ensuite lancer notre pool de dés. Donc, on va avoir des dés de différentes couleurs qui ont une répartition de symboles différentes selon la couleur. Et on va essayer de réaliser les épreuves qui sont sur les cartes, soit les cartes de héros ou les cartes de vilains. Et dans le fond, c'est qu'on lance tous nos dés. On va assigner un symbole sur une carte. Et après ça, on va relancer les autres dés. Okay, ouais. On va réassigner, relancer, réassigner, jusqu'à temps qu'on ait assigné tous les dés de notre pool de dés. Et les cartes qu'on va réussir toutes les épreuves dessus, on va les gagner. Fait que si c'est un héros, on va le gagner, on le met dans notre équipe. Chaque héros a une petite habilité qu'ils vont nous donner. C'est coop, là, ça. C'est quoi? Ouais, c'est okay. quoi? Fait que les héros vont te donner plus d'habilités. Puis les vilains, tu vas leur faire un point de dégâts. Fait que tu vas mettre un petit cube rouge. Puis à chaque fois que tu fais un point de dégâts à un vilain, tu vas gagner une petite tuile bonus que tu vas pas utiliser, qui soit un symbole d'un dé ou un dé supplémentaire que tu peux donner à un autre joueur aussi. Que tu peux les jouer pour aider les autres joueurs dans leur tour. Donc, ça a l'air cool. C'est très cool. Pour un petit jeu de dés comme ça, c'est assez surprenant. Donc, tu vas continuer comme ça jusqu'à temps que tu réussisses à battre les vilains ou que, comme c'est arrivé dans notre partie, Thanos l'emporte et détruise la galaxie en même temps. Oh, quel vilain. Donc, le jeu est très, très, très difficile. À date, on a joué 2 parties pendant le Tabletop Day. Les 2 parties, on les a perdues. Là. Quand même, la première, lamentablement. La deuxième, tu sais, la première moitié de la partie, ça semblait être sous contrôle jusqu'à temps que tout déraille et qu'ils gagnent. Donc, ils ont réussi quand même à faire de quelque chose qui offre un bon défi. Ah, c'est cool ça. Ouais. Ce qui est un peu drôle dans leur jeu, c'est que le matériel est très inégal. Donc, on a... gros Thanos de 15 cm. Ouais, puis ton jeton que tu vas le placer sur le plateau, c'est un tout petit jeton en carton. Tu sais, c'est c'est comme un peu tout puis rien en même temps dans la même boîte. C'est un peu drôle, mais ça reste quand même un jeu qui est intéressant. Là. Ah, très cool ça. T'as-tu un autre jeu peut-être que t'aimerais nous glisser un mot dessus? Un jeu spécial? Un jeu que t'as joué hier? J'ai essayé, pour la première fois, j'ai essayé When I Dream. Oui, ok. Ben oui. Repos Production. Donc, vu qu'on était beaucoup à Tabletop Day, tu sais, c'est le genre de jeu qu'on veut sortir de temps en temps. Un petit jeu de devinette, un petit jeu de party. On va avoir une espèce de masque de nuit. Exactement. On va mettre sur nos yeux. En fait, il y a une personne qui va avoir le masque de nuit, puis les autres personnes vont recevoir un rôle. Ils vont être soit des fées, des marchands de sable ou des croque-mitaines. Des croque-mitaines. Ouais, des vilains croque-mitaines. Donc les fées veulent aider la personne qui a les yeux bandés à deviner les mots. Les croque-mitaines veulent castron. Ouais. Les marchands de sable, eux autres, sont pas trop sûrs. Là. Eux autres, ils veulent qu'il y ait l'égalité. C'est ça, la balance dans l'univers. Fait qu'ils veulent qu'il y ait autant de cartes du bon côté que du mauvais côté. Fait que des fois, ils vont donner des bons indices, des fois des mauvais. Donc après ça, on part à une espèce de sablier. Ouais. Puis là, chaque joueur va donner un indice. Fait qu'on a comme 5 secondes pour donner un indice. Ouais, c'est ta pile de cartes au centre, puis là, t'as un mot là, qu'il faut faire deviner. Ouais, fait il faut faire deviner ours. Mais là, un joueur qui pourrait dire animal. Ou puis là, il y a un joueur qui pourrait dire planète. Aquatique. Comme planète. Pour faire deviner ours parce qu'il veut pas que la personne se là, trompe, c'est ça. Fait que ça roule comme ça jusqu'à temps que celui qui rêve dise une réponse. Puis là, les autres joueurs vont mettre la carte, soit du côté qu'il l'a eu ou du côté qu'il l'a pas eu. Puis on essaie évidemment de deviner le plus de cartes possible dans son tour.
Puis ensuite, selon le nombre de cartes que le rêveur a deviné, bon, les fées vont marquer des points. les croque-mitaines. Ouais. Donc, j'ai trouvé ça vraiment le fun, Mais vraiment. ça me semble, c'est-tu ton genre de jeu en temps normal? Ben non, ou... ben oui, en fait, des jeux de devinettes, j'aime ça, mais j'aime ça aussi quand, tu sais, quand ça rajoute une petite twist, là, un petit quelque chose de spécial. Puis ce jeu-là, je pense qu'il avait le petit quelque chose Moi, de j'ai spécial. beaucoup trippé sur ce jeu-là. Je l'adore, en fait. Là. C'est un des jeux de devinettes que je trouve qui est vraiment cool. Là. Il est très efficace aussi dans le temps que la partie prend. C'est pas long. C'est très rapide. Puis tout le monde va pouvoir être le rêveur une fois dans la partie. Puis vu que ton rôle change aussi à chaque tour, ben c'est le fun parce que tu t'adaptes juste pour la durée de 2 minutes du sablier. Donc, vraiment intéressant comme petit jeu de devinette. Hein. On a pas mal aimé ça. Vraiment un jeu, quand je me suis fait expliquer, je suis comme, c'est sûr que ça marche pas, ce jeu-là. C'est donc ben étrange. C'est très étrange à la base quand tu te le fais expliquer. Tu te dis, rêveur, ça va être n'importe quoi. Tu sais, comme c'est sûr que je trouve pas de mots, mais finalement, ça marche. Ah oui, puis t'es comme focus, t'es comme, ouais. Ah, lui, il vient de dire, lui, il dit de la shit. Pas rapport. Là, après, à toutes les tours, c'est comme, non, toi, t'as pas rapport. Ouais. Je face, là. Je sais que t'as pas rapport. Là. Exactement. Fait qu'il y a quand même cette construction. Tu peux quand même avoir une idée de qui t'aide, qui veut pas t'aider. Fait que même pour un croque-mitaine, son but, ça va être de se faire passer pour un bon, tu sais. Oui, il veut pas dire une affaire qui a pas rapport, c'est ça, parce il veut que pas sinon, dire il va se faire trop taguer facile. tout de suite. C'est ça, il veut dire quelque chose qui n'a pas rapport, mais qui est quand Comme même en semi, lien, là. tu sais. Ouais. Fait qu'il y a vraiment une petite stratégie un peu à jouer avec ça. Superbe jeu, en plus, vraiment beau. J'avais joué à la Surtout version... la nouvelle édition. Oui, là. parce Nous, on que- avait joué à la vieille. Là. À la vieille, en anglais, puis bon, t'es un petit Ouais, peu... c'est qui vient de sortir, c'est que. C'est ça, Il y a là... le beau lit en plastique, Ouais. tout. Plateau comme- en carton, Non, en c'est ça, dessous. il est beau. C'est une belle édition, Absolument. effectivement. Absolument. Cool. Peut-être, David, t'as un petit dernier, ou t'en avais préparé 2? Ou, Ah, ben non, je peux vous en parler d'autres. J'ai aussi joué pour la première fois à Decrypto hier. Ah, ben là, ça, c'est un de nos favoris. Un de à vos l'épisode. classiques, là. Ouais, c'est ça, exact. Donc, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, puis j'avais pas eu l'occasion encore de le jouer. Donc, Oui. Encore une fois, à Tabletop Day. La bonne journée. C'était la bonne journée pour le sortir puis l'essayer. Et j'ai trouvé ça vraiment génial pour vrai. L'intelligence de ce jeu-là, la subtilité qu'on doit avoir pour donner nos indices, Ouais. pour envoyer nos coéquipiers dans la bonne direction, mais envoyer nos adversaires complètement ailleurs. Tu sais, hier, on avait clone dans nos mots. Puis là, au début de la partie, je donnais comme indice Star Wars. Puis là, Star Wars puis clone, mon équipe. Ben, tu sais, ils ont vu ça tout de suite. Là, l'autre équipe, c'est comme clone. Là, dans un tour après, j'ai comme fait, ben, j'ai donné comme indice mouton. Ouais, ça, c'est magnifique. Fait que là, tu fais comme, là, ils sont comme Star Wars puis mouton. C'est comme, c'est quoi le lien? Fait que là, Là, t'es berné. Là. ben, c'est ça, fait que c'est vraiment le fun il y a beaucoup d'analyses à faire. C'est vraiment des choix qui sont brillants, qui sont. Non, ça repousse le jeu d'indices puis de devinettes à un autre niveau de C'est autre chose, subtilité. hein. Ouais. C'est un jeu qui demande un peu plus sur le mental. Là. Tu joueras en pas. forme, là. Tu joueras pas en fin de soirée quand il est rendu 1h du matin, là, mais c'est ça, faut que tu sois concentré, il faut que tu sois prêt à une expérience de jeu comme ça. Mais non, j'ai trouvé ça vraiment génial comme Belle jeu. interaction entre les équipes, hein, c'est ça. Je trouve que cette interaction-là, de pas juste donner des indices pour ton équipe, mais donner des indices que tu veux que ça mélange d'autres équipes, c'est une couche de plus qu'on voit pas souvent dans les jeux de devinettes comme ça, qui marche super bien visuellement aussi. Oui, Je trouve magnifique. que, belle réussite. Ah, c'est un jeu de devinette où le but, c'est pas de deviner le mot. Ouais, c'est ça, exact. C'est comme- exact. c'est quand même cool. Non, mais super jeu. Content que tu aies apprécié ça. C'est vraiment. Moi, je suis époustouflé par ce jeu-là là, depuis que j'ai joué. J'ai de la misère à jouer à autre chose. Mais Non. t'as quand même joué à quelque chose d'autre, puis tu peux Ben là, en on parler. était au jab. On était au Ouais, jab. Quand t'as joué à d'autres choses au jab qu'à des cryptos. Oui. Déception! Désolé, j'ai raté mon jab. En fait, je vais parler de 2 jeux, mais je vais comme en parler en même temps. C'est 2 jeux qui se passent comme potentiellement à la même époque. On parle début de l'industrialisation au Japon. Ouais. Donc, j'ai joué à Nippon et Ouais. j'ai joué à Yokohama. Donc, c'est 2 jeux dans lesquels on va jouer une espèce d'entrepreneur japonais dans l'époque de début de l'industrialisation japonaise. Ça, c'est quand même des jeux assez différents. Là. Nippon, ça va vraiment être basé plus sur la construction de trains, de chemins de fer, de déplacement de marchandises. Alors que du côté de Yokohama, ça va être surtout côté construction de villes, acquisition d'entreprises et de ressources dans une ville. J'irai pas dans les détails de ces 2 jeux-là, mais particulièrement Yokohama m'a beaucoup impressionné par rapport à la mécanique d'action. Comment tu crées tes actions. Donc, t'as toute l'espèce de ville qui est établie. C'est des cartes, mais ils sont toutes placées sur la table. Et tu as ton worker, comme un worker normal.
mais tu vas placer des petits assistants workers qui vont te permettre, dans le fond, de te déplacer sur ces cartes-là et éventuellement d'aller faire une action. Et plus tu as de petits workers sur cette carte-là, plus l'action que tu vas faire va être bonne. Donc, tu dois vraiment penser toujours à moyen terme. En fait, c'est rare dans les jeux qu'on va voir ça. C'est pas à court terme, c'est pas à long terme, c'est vraiment à moyen terme. Tu penses sur un tour ou deux. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement engageant, extrêmement stimulant comme jeu. J'ai adoré ça. En fait, là, on a joué juste une partie, mais je suis sûr qu'il y a de la profondeur dans ce jeu-là, puis que tu peux rejouer. J'ai vraiment adoré ça. Un petit mot rapide sur Nippon, c'était aussi excellent. Un jeu, et tu sais, un jeu comme on les aime bien, un jeu euro très tight. Donc chaque move que tu fais est vraiment important. Chaque action que tu choisis, t'es comme à la fin tu pars par 3 points, puis là t'es comme ok ouais c'est à cause que j'ai fait ça à ce moment-là, puis j'aurais pas dû. Très très tight comme jeu, tu veux vraiment pas rater tes moves. Deux jeux extrêmement stressants aussi, hein, parce que tu sais, les jeux qui sont serrés, t'es comme, allez jouer là, il faut que je fasse mon move, volez-moi pas ma place, ok, il faut que je fasse ça. Donc c'était la thématique récurrente au Jab pour moi cette année. Là. On va reparler d'autres jeux du Jab plus tard, mais là j'ai choisi ces deux-là parce que je trouvais qu'ils étaient très intéressants, puis dans une thématique assez similaire. Nippon, j'avais joué il y a 2 ans, Ouais, là, à c'est peu ça. près. Vraiment, j'avais beaucoup aimé ça parce que oui, c'est euro, mais en même temps, tu as un contrôle de territoire malgré tout là, dans le jeu-là, parce que Ce les qui est assez ressources rare. que tu vas générer vont te permettre d'aller contrôler tes territoires. Pour contrôler un territoire, il faut que tu aies une ressource de meilleure qualité, plus élevée. Donc, Ah, puis il y a de l'attaque, tu sais, un ouais. peu, hein, où tu vas aller comme voler les territoires Puis des autres. l'engin, comment tu génères tes ressources, que tu sais, il y a juste une couleur de cube, mais ton cube, dépendamment il est placé où, va générer une ressource différente. Fait que il y a une belle, tu sais, une belle ergonomie, une belle... Non, mais l'engin, il est intéressant à ouais. créer, puis tu peux le créer de plein de façons différentes aussi, donc ça, c'était vraiment cool. Yokohama, c'est un jeu aussi que j'ai trouvé très solide Oui. dans le type de jeu euro. Le dynamisme de ton worker qui se promène, ton président, comme tu dis, la planification à moyen et long terme est très présente. Ça, c'est des jeux que j'aime beaucoup. Il faut justement planifier nos affaires. Puis, Ouais, puis tu t'adaptes, puis ça va vite. Tu sais, comme les tours, on dirait, tu joues beaucoup, là, donc ton tour revient souvent. Ouais. Bon, ton tour, il est pas très long, mais il revient souvent, puis ça roule vite. C'est très solide comme jeu. Ouais, hein. absolument, j'ai été impressionné. Ok, ben on est rendu dans la deuxième portion de l'épisode. Alors, la partie entrevue où on va apprendre à connaître le professeur Board Game un peu plus intimement. Et donc, c'est ça, la première question. C'est quoi tes mensurations? Je porte du large Ok, bon, c'est et bon. du 36 de pantalon. Ah, magnifique. Dans le fond, on va y aller peut-être avec la question classique. Là, tu sais, là, toi, t'es un créateur de contenu, tu as une chaîne YouTube, tu as une page Facebook, t'écris sur plusieurs sites. Qu'est-ce qui t'a motivé là, à te lancer là-dedans, particulièrement pour les jeux de société? Tu jouais aussi à des jeux vidéo, à des jeux de rôle et tout ça, mais qu'est-ce qui t'a poussé là, à te lancer là-dedans et qu'est-ce que t'espérais à ce moment-là de cette aventure-là? C'est une excellente question. Évidemment, on m'en pose souvent. Ouais, je sais qu'elle est un peu classique. Non, mais là. Puis la réponse n'est pas facile non plus, elle n'est pas simple non plus. Mais plusieurs facteurs qui ont fait que j'ai parti ma chaîne YouTube. Évidemment, étant un grand gamer, bon, je voulais partager cette passion-là avec le plus de gens possible. Et le fait aussi que je suis enseignant, en fait, de jour. Donc, j'ai quand même une passion pour l'enseignement, le fait d'enseigner à des gens. Transmettre des connaissances. Transmettre ma passion ou des valeurs ou peu importe. Les Grecs! Les Grecs! Ils n'ont pas tout fait, les Grecs, là. Ah non? Non. Ok, mais ils transmettaient les connaissances. Ben oui, quand même. Par là, la mais- sève originelle. Ouais, ok. le petit théâtre, là, dehors, là. Ouais, aussi, ouais, c'est vrai. Donc, je voulais partager, j'avais ce goût-là de partager cette passion-là des jeux qui est arrivé vers le début des années 2000, en fait. J'avais un ami qui est à l'université de Sherbrooke. Je sais pas si vous êtes allés là, vous autres, non? On n'est pas allé, non. Vous êtes plus de Montréal, vous autres. On n'est là. pas des gars de Montréal. l'école. Ah, ok. Ouais, arrête. Fait que mon Les gars de ami Montréal. qui allait à l'université de Sherbrooke, il avait un club de jeux à l'université de Sherbrooke. C'était beaucoup de jeux de rôle, mais il y avait aussi des jeux de société. Ouais. Donc, quand on allait le voir à Sherbrooke, ben, il nous amenait à l'université, on allait au club physiquement, puis il nous faisait essayer des board games. C'est là que j'ai découvert Carcassonne, Catan, j'ai Citadel. découvert Citadel, on a tellement joué. Citadel, ça c'est un jeu qu'on Les joue Chevaliers de la plus, Table hein. Ronde, Ouais, ok. Arkham Horror. Ouais. Donc ça a commencé là avec ces jeux-là. C'est cet ami-là qui nous les montrait. Puis là, à chaque fois qu'il nous montrait un nouveau jeu, c'est bien cool ça. Puis là, je commençais à en acheter un petit peu. Tu sais, j'avais acheté mon Carcassonne, on avait acheté mon Citadel, tout ça. Puis on jouait de plus en plus. Fait que la piqûre est venue de là aussi.
Fait qu'en grandissant, en finissant l'université, en commençant à enseigner, ben, tranquillement, j'étais une place plus stable aussi dans ma vie. Et en fait, pourquoi j'ai parti mon projet à ce moment-là, en 2016, j'ai eu des gros problèmes de santé physique. J'ai une maladie assez rare, en fait. Là. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est une maladie qui touche les poumons puis le cœur. Donc, c'est quand même quelque chose de sérieux. Et en 2013, ma maladie a fait une rechute. Donc là, j'ai dû traverser certaines épreuves qui ont été quand même assez difficiles. Et après avoir traversé ces épreuves-là, ça avait laissé comme des marques qui allaient rester toute ma vie, en fait. Là, il fallait que fallait que j'essaie de recentrer un petit peu ma vie, puis mes priorités, puis où je m'en allais, d'essayer de me trouver un peu des objectifs ou des buts, parce que bon, quand on t'annonce que tu as quelque chose de sérieux, on dirait que tu sais pas trop comment gérer ça, ou on dirait que tu vois plus trop le long terme, puis tu te dis, bon, ben, tu sais, je vais focusser sur le présent, puis mais en focusant juste sur le présent, ça fait que t'as pas rien à travailler à court, moyen ou long terme. Fait que tu sais, quelqu'un qui manque de projets ou de trucs à long terme, tu finis par, je sais pas, on dirait qu'il te manque quelque chose. Ouais, ben t'as rien pour avancer. Rien pour t'accrocher, ouais, ou c'est ça, des choses qui te motivent à avancer, tout ça, un projet. Fait que j'avais besoin d'un projet, en fait. Ah, ouais. Donc, le projet Professeur Board Game est né un peu de ça. J'avais besoin de quelque chose pour m'accrocher, continuer, aller de l'avant, puis continuer à traverser ces épreuves-là avec mes nouvelles conditions. Fait que tous les facteurs étaient là pour que je me lance dans cette aventure-là. J'avais pris une demi-année sabbatique de mon emploi pour pouvoir justement refaire mes choses puis me replacer dans ma vie. Donc, j'ai décidé de lancer le projet dans cette demi-année sabbatique-là. Donc, j'avais plus d'énergie, j'étais plus prêt aussi à me lancer. Puis, évidemment, en commençant un projet comme ça, je voulais quand même mettre beaucoup de contenu au début puis de partir avec quand même quelques vidéos, tout ça. Donc, j'ai lancé le projet. En fait, je savais pas à quoi m'attendre quand j'ai lancé le projet. Je me suis lancé dedans vraiment à pieds joints. J'ai fait beaucoup de vidéos dans les premiers 6 mois justement que j'étais en congé sabbatique. Donc, j'avais aucune idée de la réponse que les gens me donneraient, ou si ça marcherait, ou si j'aurais eu juste 12 abonnés après 6 mois. J'avais aucune idée où ça s'en allait. J'étais un gros fan de chaînes comme Dice Tower, ou Watch It Play, de Board Game Brawl, ou j'en écoutais quand même beaucoup. Fait que c'est sûr que c'est ces gens-là un peu qui m'ont inspiré à partir mon projet comme ça. Quelqu'un comme Tom Vassell, ça reste quand même un modèle pour nous autres. C'est un modèle pour l'industrie, mais aussi c'est aussi un modèle d'être humain. C'est quelqu'un qui a fait quand même des choses inspirantes dans sa vie, qui a passé des épreuves, puis qu'il est là pour la communauté. Mais effectivement, fait que je me transposais un peu ce que je vivais par lui, donc ça m'a inspiré à lancer mon projet, puis j'ai écrit à ce monde-là en lançant mon projet, je trouve ta chaîne est le fun, je viens de me lancer ma chaîne, je suis quelqu'un du Québec, puis ces gens-là ont pris le temps de répondre quand même, puis de dire, ben go, vas-y. Je me souviens, j'avais écrit à Rodney Smith de Watch It Play, qui est aussi un Canadien. Puis je me disais, il va peut-être s'identifier plus à moi qu'à Tom Vassell, mais puis j'avais écrit, puis j'avais dit, en tout cas, je suis enseignant, puis j'avais raconté un peu mes affaires, puis j'avais dit, je lance ma chaîne, puis je me suis inspiré un peu de ce que tu as fait, puis ça me donne le goût de faire mon projet. Il avait pris le temps de me répondre, là, puis il m'encourageait à aller dans mon projet, puis il m'avait dit, il n'y a pas trop d'attente, puis c'était un passionné, vas-y, puis tout va s'arranger tout seul, ou tout va s'imbriquer. Exactement, puis je pense que c'est ça qu'il faut faire quand tu pars un projet comme ça aussi. Il faut pas que tu te dises, ah ben là, si après 3 mois, je passe 500 abonnés, j'arrête, il faut pas... T'es un passionné, tu veux partager ta passion, ben tu te lances, puis après ça, tout va y aller par le monde. C'est une belle histoire en même temps, là, touchante et remplie de rebondissements, d'inspiration. C'est rare qu'on a ça à Balade Musique. Alors je vais devoir enlever toutes mes jokes inappropriées, tout ça. Malheureusement, mais bon, faut ce qu'il faut. Peut-être qu'il te reste plus de questions. Ouais, mais c'est pour ça que je vais poser la prochaine. C'est ça fait 2 ans que tu as lancé ça. C'est quoi le plus gros défi pour lancer un projet qui est aussi massif que le Professeur Board Game et tous les vidéos que tu fais? C'est quoi le premier ou le plus grand défi que tu as relevé là, pour faire ça? En fait, moi, je suis parti vraiment de rien, dans le sens que j'avais aucune idée comment faire des vidéos.
T'avais pas de caméra. J'ai aucun background en cinéma, en montage vidéo, je connaissais rien. Et je me suis renseigné, des amis qui m'ont conseillé, ben là, peut-être tel appareil, tu pourrais acheter ça pourrait être pas pire. J'ai suivi leur conseil, j'ai acheté mes affaires, je me suis mis à essayer de tourner des vidéos. Puis tu sais, au début, c'est comme, hey, qu'est-ce que je fais à parler tout seul à ma caméra dans le cave chez nous? C'était un peu bizarre. Fait que, on dirait je sais pas, casser la glace, ça a été dur de commencer vraiment de faire le saut. De faire le saut, puis de mettre ça aussi au grand jour à tout le monde. Internet, là. Tu mets ça sur YouTube. Tu sais, j'ai mes élèves qui voient ça, j'ai mes parents, ma famille, mes amis, mais tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qui est fier de ce qu'il aime aussi. J'ai toujours été un geek un geek professionnel. Exactement, un geek qui s'assume aussi. Autant quand j'étais jeune, je jouais à des jeux de rôle quand on était jeunes, nous autres, à notre âge. C'était pas super in, mais toujours. Je m'en foutais, j'étais content de partager ça avec mes amis, c'était notre passion. Puis ça m'a jamais dérangé tout ça. Fait que ça a été, je pense, un gros défi de casser la glace. Côté technique. Le côté technique d'apprendre. Puis au début, c'est aussi de décider, je veux faire une vidéo, mais comment je veux que ça soit structuré? C'est quoi l'angle? Je veux-tu faire une vidéo qui est plus vidéo de règles? Je veux-tu faire plus un review? Je veux-tu faire, je sais pas, un aperçu? La formule aussi a évolué avec le temps. Puis, je regarde mes premières vidéos. Au début, j'essayais de faire ça au one-shot. Tu sais, à la Rado, là, que tu bouges la caméra. Oublie ça, là, j'étais vraiment pas capable. C'est fou. Là. Pour réussir à faire ça, il est vraiment bon. Mais c'est ça, j'ai tranquillement développé un peu ma marque de commerce. Puis d'aller plus vers les règles, vers le côté professeur, enseignement. C'est plus ça qui ressort un petit peu dans mes vidéos. Mais je trouve ça important aussi de donner mon avis, de faire une petite critique pour les gens. Parce que des fois, les gens veulent juste savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y en a pensé de ce jeu-là. C'est pas nécessairement tout le temps mon opinion, mais en fait, oui, c'est mon opinion, mais... Mais pas une sens toujours de ton point de vue de préférence. Exactement. Le côté objectif. J'essaie d'être objectif en disant, OK, tel jeu, voilà ses forces et ses faiblesses. D'être capable d'analyser les deux côtés. Puis ça, je pense que les gens l'apprécient aussi. Il est capable de dire que ça, c'est bon, mais il est aussi capable de dire que ça, c'est moins bon. Puis c'est pas nécessairement dans mes préférences personnelles. Je vais être capable de le dire sur un jeu, je sais pas, pour enfants. Là. Je peux penser... j'ai fait un Fairy Tail il y a pas longtemps. OK. C'est clairement pas un jeu qui s'adresse à moi comme gamer. Là, t'es pas le public cible. Je suis vraiment pas le public cible, mais je vais être capable de faire le review en disant, OK, ce jeu-là offre telle chose de bien, telle chose de peut-être un peu moins bien, pour que les gens puissent se faire une idée en restant un peu objectif. En tant que professeur aussi, tu avais déjà un peu l'avantage d'être capable de communiquer puis de parler bien, de synthétiser tes sujets. Là, dans le fond, je sais que souvent les créateurs de contenu, c'est pas nécessairement leur force, comme nous. Là, nous, on s'est pratiqué 2 ans là, avant de commencer notre premier épisode. 1 million d'épisodes scrappés pour rien, juste pour se pratiquer. Mais je vois que ce background-là n'a pas été difficile pour toi. Non, puis c'est ça, le côté structure, le côté vulgarisation aussi, parce que des fois, on lit des livres de règles, c'est comme, moi, faut que j'explique ça. Fait que je vais le réorganiser autrement, je vais le mettre à ma façon pour que ce soit... Pour que ce soit plus simple d'expliquer, ça va plus Exactement. de sens. Fait que ça, c'est sûr que le côté enseignant a aidé à développer un peu ma structure de vidéo. Là. Puis là, là, t'es un créateur de contenu, t'es quand même établi, puis là, il y en a plein de nouveaux qui arrivent, là, il va en avoir, moi, je prédis, dans les prochaines années, encore bien plus qu'il y en a maintenant, particulièrement au Québec, qui vont faire des vidéos, qui vont faire des podcasts, qui vont faire des blogs, qui vont faire je sais pas quoi. Comment toi, tu perçois ça, la compétition, si on veut, là, mais je veux pas insister sur le terme compétition, mais tu sais, le fait qu'il y ait plusieurs créateurs de contenu au Québec, tu vois ça comment? Moi, je vois pas ça comme de la compétition, en fait, là. Mais je vois ça comme du bon côté pour le hobby en tant que tel. Là. Pour le jeu en général, plus il y a de gens qui parlent de jeu, plus il y a de gens qui vont se mettre à jouer, puis plus le hobby va continuer de grossir aussi, puis que notre industrie québécoise aussi va se faire connaître tranquillement. Il va y avoir plus de gens qui vont vouloir s'impliquer aussi dans les événements, aller démystifier un peu le jeu de société pour monsieur et madame tout le monde. Ouais. C'est un peu notre mission aussi. Oui, dans une certaine façon, il y a des podcasts ou des émissions que oui, d'autres non, mais je comprends, dans le cas, on est un peu dans le même créneau, on va aller chercher des gens qui connaissent un petit peu les jeux, mais qui n'arrivent pas à trouver l'information qu'ils veulent pour vraiment creuser dans le hobby, justement. Là, là, je pourrais m'acheter, il y a 4500 jeux lesquels je vais acheter, mais c'est là, justement, que Professeur Board Game arrive, que c'est intéressant, Balado Ludique est là, c'est faciliter l'entrée des gens dans le monde du jeu. Là. Ce que je trouve le fun aussi, c'est que
tu sais, tu dis, il y en a beaucoup des nouveaux qui se lancent, que ce soit sur YouTube ou en podcast, tout ça. Puis il y a aussi de ces gens-là qui vont venir m'écrire pour avoir un petit peu mon avis ou, tu sais, me demander des trucs, des conseils. Puis là, tu sais, je me mets... Pionnier, on vous l'a dit, un pionnier! Ça me replonge dans mes souvenirs quand moi, j'ai commencé, j'ai écrit à des chaînes YouTube. Ouais. Mais là, les gens commencent, vont m'écrire à moi. Fait que, tu sais, je trouve ça le fun aussi, qu'on est reconnu par notre communauté, puis qu'on est rendu une personne ressource, là, si on veut. Ouais, ben ça c'est valorisant aussi, ça montre que le travail que tu as fait, il est bien investi, si on veut, d'une certaine façon. Puis la communauté du jeu, j'ai toujours trouvé que c'était une communauté qui était assez unie, là. T'sais, la compétition, c'est pas... Même très, si on est... très amical aussi. Ben Là. ouais, on joue à des jeux toute la journée, on est compétitif toute la journée, et quand on arrête de jouer, on veut être amis. Oui, le nombre de gens qui prennent la peine de nous écrire, nous envoyer des commentaires, ou mettre des commentaires sur les vidéos, ou peu importe, sur les posts qu'on fait. On essaie d'avoir le beau lien avec nos abonnés, notre communauté, puis je pense qu'ils nous le rendent bien aussi. Là. Pour vrai, je me souviens pas avoir des mauvaises expériences avec des gens de la communauté qui ont pris de la peine de nous écrire. Là. Mais là, en plus, maintenant, t'es rendu, si je me trompe pas, très riche grâce à ton Patreon. Ouais, là, je prends ma retraite d'enseignement dans 3 ans. Ah, non, ça c'est la plus belle chose, là. C'est magnifique, là. Mais, tu sais, mine de rien, on rit avec ça, mais t'as quand même un Patreon, t'as quand même des abonnés, des gens qui sont prêts à te donner de l'argent chaque mois pour qu'on continue de faire ton contenu. C'est pas nécessairement ça qui te permet de vivre, mais ça aide quand même beaucoup pour faire ton contenu, j'imagine. Là. Ça donne un petit extra pour acheter du matériel ou pouvoir aller te déplacer dans des conventions pour suivre des événements. Là. Exactement. C'est pour ça qu'on l'a lancé. En fait, le but, c'est de rendre un peu le projet indépendant financièrement. Qui se paye lui-même. Qui se paye lui-même, que l'argent du Patreon, en fait, elle peut servir à upgrader notre matériel audiovisuel. Si on a besoin d'une nouvelle caméra, d'éclairage, de micro, des choses comme ça. Et aussi, on va avoir notre voyage à Gen Con cet été. Okay. En fait, on est allé à Gen Con l'année passée pour le 50e. Oui. Puis évidemment, on a le goût d'y retourner. Une fois qu'on est allé, une fois qu'on goûte à ça, on va y retourner. Donc cet été, on y retourne aussi. Mais là, je retournerai pas seul. Là. Ben, j'étais pas seul l'année passée aussi, là, mais cette année, là, je vais emmener toute mon équipe aussi. Là, ouais, ok, pour que vous soyez vraiment là-bas. Donc, on va être là tous les 3. Donc, en fait, on va être 4 qu'on va y aller. Donc, on y va toute la gang. On va essayer de tout coordonner, faire quelques entrevues, puis d'essayer de faire du contenu là-bas aussi. Donc, c'est sûr que cet argent-là nous aide à y aller en gang, de pouvoir payer la convention, les frais, de nous aider à aller à la convention, essayer de ramener des jeux aussi. Donc, les gens sont très généreux de nous encourager. On est très chanceux d'avoir leur support, pour vrai, là, sur notre Patreon. Donc, c'est la vocation qu'on veut lui donner. Là. Ben, c'est très cool. En fait, on encourage les gens là, qui sont fans de Professeur Board Game à aller voir leur Patreon. Je pense que vous pouvez donner qu'est-ce que vous voulez par mois, puis n'importe quel montant, je crois, aide à la création de contenu. Puis on fait aussi des petits tirages à chaque mois. Ok, pour les gens de Patreon. Les gens qui nous supportent, on fait tirer un jeu à chaque mois. On fait tirer des entrées pour des pubs ludiques dans la province. Okay. Là. Donc, on a plein de choses intéressantes pour les gens qui nous supportent. Là. Très cool. Donc, après, vous êtes abonné au Patreon de Balado Ludique. Vous pourrez peut-être aller sur celui de Professeur Board Game. Celui qu'on n'a pas encore, c'est ça. Ouais, mais c'est peut-être dans le futur que l'épisode va être publié. On va s'arranger pour ça. Non, mais c'est toujours le premier épisode de quelqu'un. Peut-être que la personne va l'écouter en 2019, cet épisode-là. Je sais pas. Là, ton Patreon va être prêt. Va peut-être exister à ce moment-là. Donc, ben, c'est ça. Alors, je voulais revenir sur le fait que tu es un professeur au secondaire et faire le lien un peu avec le jeu. On se demandait un peu qu'est-ce que tu penses de la ludification, de la gamification dans l'enseignement. Est-ce que c'est quelque chose pour toi que tu trouves utile et intéressant ou que tu essaies d'utiliser ou pas vraiment? Personnellement, je crois que c'est un super beau médium pour enseigner qu'est le jeu. Moi, je suis enseignant en sciences. C'est peut-être moins évident de faire passer mes concepts scientifiques puis mes trucs par des jeux parce qu'il n'y en a pas des tonnes C'est un défi, ça? Qui vont apporter... Hey, les concepteurs, là, on veut des jeux scientifiques. Mais je peux penser... j'ai beaucoup de collègues qui sont profs de français, qui sont orthopédagogues, où les jeux là, deviennent des outils d'apprentissage. Justement, j'ai un orthopédagogue qu'on a à l'école qui était même allé faire une formation sur l'enseignement par les jeux. OK.
Donc, c'est vraiment axé sur les jeux de société. Tel jeu, ben, tu vas réussir à développer telle chose chez l'enfant ou telle chose. Tu vas réussir à pratiquer, je sais pas, la mémoire à court terme avec tel jeu ou la prise de risque avec tel autre jeu ou la gestion avec tel autre jeu. Donc, elle est allée faire cette formation-là. Puis après, évidemment, elle est venue m'en parler. Donc, ils m'ont parlé de tel jeu dans ma formation, t'es connais-tu? Fait que là, avec elle, on a embarqué là-dedans. Fait que là, on a essayé de trouver des jeux, justement, qu'elle a fait acheter par l'école ou qu'elle utilise avec les élèves pour développer certaines habiletés. Donc ça, je trouve que c'est vraiment brillant. J'ai fait quelques vidéos à l'école avec des élèves. Okay. Notamment l'année passée, c'était la sortie de Mot pour Mot. Oui. De nos amis du Scorpion Masqué. Donc, salut Scorpion Masqué. Donc, un mot pour mot qui est génial pour une classe de français. C'est parfait. J'avais le goût de faire la vidéo direct, j'avais le goût de faire le code différent. Donc, j'ai proposé à une de mes collègues enseignantes de français de venir tester le jeu avec ses élèves dans sa classe. Cool. Et qu'on filme la vidéo avec les élèves dans la classe. Donc, on a filmé la vidéo avec les élèves. Toute la classe était dans le plan quand on a fait l'introduction. Tous les élèves disaient bonjour. Après ça, on a joué une partie filmée avec les élèves. Donc, on a mis des bouts de la partie dans la vidéo aussi. Puis, on leur a demandé leur avis aussi à la fin, voir ce qu'ils avaient pensé. Ou qu'est-ce qu'ils pensaient justement de ce jeu-là, du contexte d'un jeu dans un cours de français, si ça l'avait aidé à apprendre ou quoi que ce soit. Donc, les élèves avaient beaucoup, beaucoup apprécié l'expérience. Okay. Et on avait remarqué, moi et mon ami enseignante, le souci que les élèves avaient de bien épeler là, quand ils jouaient. Puis là, c'était, parce qu'ils voulaient pas perdre. Ils voulaient que le mot soit bon, ils voulaient faire des points. Donc, ils s'aidaient. C'est comme, ah non, ça s'appelle de même, non. Puis là, il était vraiment dedans. Puis ça a été une super belle activité. Dans le fond, ils ont fait du français. Là, ouais, c'est ça, finalement. Ils s'en sont pas rendus compte. Ils ont joué, ils ont eu du fun, mais ils ont fait du français, ils ont épelé, ils ont trouvé des mots, ils ont fait des associations. Donc, ça a été vraiment génial. Ah, ben ça, c'est vraiment cool, là. Puis en tout cas, moi, je suis vraiment un fan, là, de la ludification, là. Je pense que ça pourrait être utilisé encore plus. Ben là, c'est ça. Sur un autre ordre d'idée, j'ai cru voir que tu avais créé aussi une espèce de club de jeux à l'école. Est-ce que c'est exact et ça consiste en quoi exactement? Oui, en fait, les enseignants, on a notre tâche d'enseignant, mais on a toujours des tâches connexes. Ouais, okay. Donc, ça peut être, je sais pas, faire des sports midi ou de t'occuper, d'organiser le bal des finissants ou peu importe. Là. Donc, au début de l'année, depuis déjà 3 ans, on a parti une activité board game à l'école. Donc, cool. C'est des midi board game. Donc, on a acheté des jeux avec l'école. Notre collection grossit d'année en année. Donc, les élèves viennent, on leur explique les jeux et les élèves ils jouent. Okay. Donc, ça fonctionne bien? Ça fonctionne bien. On a nos habitués là, qui reviennent à chaque fois, qui ont hâte de jouer. J'ai même des élèves qui, des fois, viennent dans mes récupérations scolaires pour jouer parce que c'est tranquille. Donc, ils ont hâte. Puis, ils savent que bon, j'ai la chaîne YouTube. Donc des fois, je leur amène des petites nouveautés ou pour qu'ils puissent essayer tout cool, ça. J'ai même fait quelques vidéos avec les élèves qui viennent le midi. Essayer des jeux. On a filmé la vidéo dans la classe pour avoir leur opinion, tout ça. Donc, les élèves aussi aiment beaucoup. En fait, les élèves aiment le jeu en général. Là, ben ouais. Mais ils connaissent pas le jeu de société. C'est pas parce qu'ils aiment pas ça. C'est juste la méconnaissance. Ils ont pas accès, c'est pas quelque chose qu'ils ont à la maison nécessairement. C'est pas quelque chose qui est connu. Les élèves sont très jeux vidéo, sont très mobile. Téléphone mobile, iPod, iPhone, etc. Donc, ils connaissent beaucoup ces médias-là, mais les jeux de société, ils ont autant de plaisir quand on leur présente. C'est juste qu'ils connaissent pas ça. Puis, ouais. Mais quand on leur présente, ils vont jouer 15 fois au même jeu, ils vont être contents, ils ont trouvé un jeu qu'ils aiment, ils vont jouer. Ah ouais, non, ça me rappelle quand j'étais jeune, puis que mon sous-sol était rempli de mauvais jeux de mes parents, mais que je jouais quand même, puis j'étais heureux de jouer. Puis, c'était bon, le jour de paye. Jour de paye, j'adore ce jeu-là, jour de paye, mais c'était pas bon. Mais un bon vieux HeroQuest. Ah, mais ça, c'est un vrai classique. Là. Parle pas de ça, je vais en pleurer ma mère. Là. Elle a vendu ma copie d'HeroQuest dans une vente de garage. Moi, ma mère, elle s'est débarrassée de notre copie de l'île Boule de Feu. Oh, Fireball Island! Ah! Elle l'a donné! Ça me semble être un classique, là. Une mère qui jette un jeu classique, là. Ouais. Bon, ben, 1 minute de silence pour ces jeux perdus.
Ben là, t'es actif dans la communauté du jeu au Québec, t'es actif avec tes élèves, dans le ludique, tout ça, mais t'es aussi actif à Sorel-Tracy, parce que là, on est chez toi en ce moment, tu nous reçois dans ton studio, dans lequel tu fais les vidéos de Professeur Board Game, et c'est à Sorel-Tracy, c'est peut-être une ville, pas nécessairement qui a la meilleure réputation, sans vouloir la dénigrer. Là. Ça veut dire quoi, ça? Non, je suis pas là pour juger les villes. Une là. ville triste, c'est ça que tu veux dire? Mais tu sais, on pourrait qualifier ça d'une ville dortoir qui est quand même assez loin de Montréal, donc tu sais, qui est comme un petit... Tu sais, c'est la ville la plus connue de la région, mais quand même une ville... Est-ce qu'il y a une communauté... C'est une vieille ville, Sorel-Tracy. Est-ce que tu savais... Ah, il y a beaucoup Est-ce que tu d'histoires. sais quel âge a Sorel-Tracy? Je sais pas, 402 ans? Quel âge a Montréal? 400? 375? Sorel aussi. Ah, ok, bon, ben... c'est Sorel la a été même- fondée la même année que Montréal. Ah, ok, bon, ben c'est ça, ben c'est une ville, tu sais, qui est connue de nom, mais moi, c'est la première fois que je viens, là, à Sorel-Tracy. Tu peux pas passer par Sorel. T'es comme au bout de la 30. Comme, faut que t'ailles là. Ouais, c'est ça, mais tu sais, je vais pas souvent aussi loin dans l'Est, ça m'inquiète. Donc, mais c'est ça, tu sais, est-ce que c'est une ville qui... Est-ce que toi, t'es actif dans la communauté de jeu, t'organises les Meeple milliards? C'est ta faire gauche. Pour l'Olympiade? Oui! Pour l'Olympiade, c'est des Olympiades. Olympiade. Et voilà. Ouais, mais tu sais, il y a comme un... Mais en fait, on a, depuis l'année passée, ça fait déjà un peu plus qu'un an, on a commencé en fait à faire des soirées d'animation mensuelles. Donc une fois par mois, on a un petit bar au centre-ville où on va Ok. faire une soirée d'animation de jeu. Donc on prend le deuxième étage du bar pendant une soirée, les gens Vous viennent. avez des jeux. On amène 30-40 jeux avec nous autres sur place. Et ben, on les fait comme. On anime comme si c'était un pub ludique. Dans le fond, on Ouais. transforme le deuxième étage en pub ludique. Les gens vont donner une petite contribution de 5$ pour pouvoir venir à l'activité. Puis on explique les jeux toute la soirée. On fait tirer un jeu à la fin de la soirée parmi ceux qui sont là. Ok. Les gens du bar aussi font tirer des trucs, certificats cadeaux, des verres. Donc ils ont C'est embarqué aussi Ah, c'est vraiment cool. dans l'événement. Puis généralement, on a entre 15 et 30 personnes. Ok, c'est quand même Donc, pas mal. là, ben c'est ouais, quand même des bonnes soirées, là. Donc, on a beaucoup de plaisir à faire ça. Justement, ça fait connaître un petit peu le jeu Le dans jeu. notre ville. Qui est quand même une ville, comme tu dis... Ah, comme je dis, j'ai rien dit. là. mais en fait, c'est une ville à la population très vieillissante aussi, là. Donc, c'est ça. Donc, on essaie de faire connaître les jeux dans notre ville. Et on a, l'année passée, organisé nos Meeple Olympiades 2017, qui était notre première édition. Dans le fond, c'est un événement qu'on met sur 12 heures. Donc, c'est un événement de 12 heures de temps. Non-stop. Non-stop, là, 12 heures intenses. C'est un événement où il y avait deux volets, en fait, mais c'est plus le volet compétitif qui a ressorti qu'il y a d'autres choses. En fait, on a un volet jeu libre, donc comme Les gens n'importe se quelle pointent. convention, jab ou peu importe, journée ludique de Québec. T'arrives là-bas, tu peux jouer, il va y avoir quelques animateurs aussi pour t'aider, expliquer des jeux. Fait que tu peux venir juste pour jouer si tu veux juste jouer. Ouais. Mais, si tu veux venir faire de la compétition, on a la compétition des Meeple Olympiades. Dans Meeple Olympiade, il y a Olympiade. Fait que c'est une Olympiade de jeux de société. Les Ok. gens s'inscrivent en équipe, de 2 à 4. Et à des heures fixes, il y a des épreuves qui sont là. Fait que chaque équipe va envoyer une personne dans chacune des épreuves. Ok. Un peu comme les Nice. Olympiques. Ah Fait ouais. exemple, à 1 heure, c'est l'épreuve de worker placement. Mais chaque joueur envoie quelqu'un. Toutes les équipes jouent au même jeu de worker placement. Puis selon les classements, ben, tu fais des points pour Ouais. ton équipe. Absolument. À telle heure, c'est le jeu de bluff. Mais là, chacun envoie quelqu'un jouer dans le jeu de bluff. À telle heure, c'est le jeu de placement de Ils tuiles. savent pas c'est quoi le jeu. Ou le jeu de dextérité. Ils savent pas c'est quoi le jeu. Ok. Mais ils savent la journée même Ouais. qu'ils arrivent, Ok. quand on leur donne leur feuille d'inscription. Mais avant l'événement, il y a juste les catégories d'épreuves qui sont annoncées. Ok. Puis, est-ce que ça a bien marché? Ça a très bien marché, en fait. Encore une fois, on a lancé l'idée, on a organisé l'événement, on n'avait aucune idée Qu'est-ce qu'il y a s'il y avait eu 8 personnes ou 50 ou 100. On n'avait aucune idée combien de monde s'inscrirait à l'événement. Et pour la première année, on a eu une 50aine de participants et bénévoles au total pour l'événement. Et on avait quand même ramassé beaucoup de commandites, en fait, pour l'événement. Donc, Ok. des éditeurs de jeux, des compagnies, des boutiques qui nous commanditaient, Ok. qui nous donnaient des Nice. jeux en général. Ouais. Et bon, ces jeux-là, on les utilisait pour la compétition. Puis Parce que après, ça vous les- prenait plusieurs copies du même jeu. Puis à la fin de l'événement, on les faisait tirer en prix. Donc, Ah, c'est cool, ça. on a donné au-dessus de 1500$ de prix la première année. Ok. Fait que sur les 40 quelques participants, il y en a à peu près 8 qui sont partis pas de prix. Ah. Il y avait des prix en maudit à faire tirer. Donc, on refait cet événement-là cette année.
On a changé de salle, on a pris une salle plus grande. Donc, on était quand même à capacité un petit peu l'année passée, mais pour commencer, on a pris quelque chose de petit. Ouais. Cette année, on va aller à l'école où je travaille, l'école secondaire Bernard-Gariepi. Ça va être le 9 juin. Ah. Et donc, ça va être dans la bibliothèque de l'école. Donc, c'est immense la bibliothèque. C'est des énormes tables aussi. C'est cool. Donc, ça va être vraiment un bel espace pour jouer. Donc, l'événement va se passer là. Donc, on espère qu'il va y avoir beaucoup de participants. Encore une fois, on va avoir beaucoup de prix à faire tirer. Le but, c'est de faire un événement à but non lucratif. Donc, on ne fait pas ça pour faire de l'argent. Tout est redonné en prix. Ouais. Si jamais il y a du profit qui est généré dans l'événement, les profits vont être remis à l'école pour aider les élèves ou les activités aux élèves ou les élèves dans le besoin de notre communauté. Ah, ben, c'est vraiment cool de voir ça. Tu t'impliques à tous les niveaux hein, pour ce qui est du ludique. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, tu as coché tous les trucs. La communauté du Québec, les élèves de ton école et la communauté de Sorel-Tracy. La prochaine étape, c'est le mondial. Le monde. Ben là, tu fais déjà le Tabletop International Day. Ouais, okay, donc, okay. Ça, c'est international, je suis correct. T'es là partout, en fait. Et pour les projets futurs de David Couteau et de Professeur Board Game, à quoi on peut s'attendre là, dans les prochains mois ou années? Sa retraite dans 3 ans. Ouais, à part ça. Ouais. Projet pour la chaîne, c'est dur à dire, pour vrai. On a quand même mis pas mal de choses en place depuis la création, en fait. Je suis particulièrement fier d'une série que j'ai commencée cette année. Je voulais, dans le fond, montrer tous les pubs ludiques qu'on a au Québec. J'ai commencé à me promener de pub ludique en pub ludique. C'est intéressant, ça. Et je fais une entrevue avec les propriétaires de chacun des pubs pour les faire connaître leur établissement, puis voir un petit peu le genre de service qu'ils offrent. Fait que, à date, j'en ai fait 4. Je suis allé aux Trois-Rivières, au Mauvais Perdant. Ouais, okay. Je suis allé à Montréal à la Récréation. Je suis allé à la Triche de Saint-Eustache. Et je suis allé à Québec visiter la Revanche. Donc, là, on a d'autres places qu'on veut aller. On veut aller au Randolph, à Montréal. On veut aller à Saint-Jérôme, au Farfadet du Nord. On veut aller au Joker à Drummondville. On a déjà plusieurs contacts un peu partout. Donc, on va tranquillement continuer cette série-là qu'on est très, très fiers. C'est fou, hein, des fois, on oublie qu'il se passe des choses à l'extérieur de Montréal. Mais tout, on est en région, on est plus habitué à penser comme ça. C'est parfait, ça. Ben, c'est bon. Fait que si on veut continuer ça, c'est sûr. De ramener les MIP-Olympiades, 2e année de suite aussi, c'est quelque chose qu'on est très content. C'est quand même beaucoup c'est un gros projet, d'énergie d'organiser un événement comme celui-ci. Donc, de revenir avec ça, on est content. Nos soirées d'animation, encore une fois, ça a continué très bien. Ça se passe, c'est quoi le nom du bar dans lequel ça se passe? C'est le Café Saint-Thomas. Okay. C'est un petit café, c'est quand même tranquille. C'est un endroit qui offre 103 sortes de bières différentes. Ah, okay. Donc, les gens qui sont amateurs de bière veulent découvrir des bières de microbrasserie. C'est pas mal l'endroit à Sorel où aller. Très cool. Mais c'est ça. Qu'est-ce qu'on va avoir de nouveau? Je sais pas. Pour vrai, je sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau. C'est beaucoup de choses que je me rends compte. Je pense que à solidifier. Ce qu'on peut juste souhaiter, c'est de continuer avec ce qu'on a mis en place, de continuer d'être constant aussi dans notre création de contenu. Oui, partir un projet comme ça, c'est beaucoup d'énergie, mais l'entretenir, c'est beaucoup plus. C'est en encore plus. Là, avec de continuer à présenter une variété de contenu aussi. Je pense que c'est ça, de continuer notre projet sur sa lancée. Ben c'est super intéressant en fait. Là. Je sais qu'on aurait pu en parler de plein d'autres affaires. Tu as ouvert plein de portes qu'on n'était pas au courant puis qu'on aimerait ça approfondir. Par contre, le temps file, le temps roule et on a maintenant des règles très strictes par rapport à notre podcast. On n'a pas le droit de dépasser une certaine durée. Et donc, on va aller directement dans le top 10 du Capitaine Carbone, le professeur Board Game. Ouais, il fallait faire un top 10. Bon ben, salut tout le monde. Et là, on parle d'un top 10 là, de tous les temps. Oh my God. Là, j'ai de la pression pas mal. Là. Ouais, en plus, nous, on va te juger sur chaque jeu, c'est bon? Ok, c'est bon. J'ai fait un top 10. Puis en le regardant, je suis comme, c'est vraiment bizarre ton top 10 parce que en le faisant, on dirait que j'ai tellement des jeux de style totalement différents. Puis c'est un peu ça un top 10 parce que ça devient un peu... Tu sais, dans ce style-là, lui, c'est mon meilleur. Dans ce style-là, lui, c'est mon meilleur. Fait, ça fait quand même un top 10 assez varié. Oui, absolument. Donc, on va commencer sans plus tarder avec le numéro 10. Numéro 10.
C'est un jeu de cartes Oh. qui s'appelle Settlers, la naissance d'un empire. Oh, wow! Imperial Settlers en anglais. Wow! Donc c'est un jeu un peu de construction dans... Ignacy Chevicek. Il est bon pour le prononcer. Ouais, parce que Moi, je me risque pas. On s'est pratiqué plusieurs fois. On a scrapé son nom plusieurs fois. Fait que Ignacy, j'aime bien ces jeux habituellement. Là, c'est des jeux qui sont brillants, la façon que ça fonctionne. Donc, Très polonais. Ouais, c'est ça. C'est clairement mon auteur polonais favori. Oh oui! Mais ça, c'est son meilleur jeu, je pense. Très bon. Dans ceux que j'ai essayé, c'est celui que j'aime le plus. Prêt à porter. C'est un jeu style de civilisation avec des cartes où on va construire des bâtiments avec les cartes en dépensant des ressources. On se construit un petit engin économique avec nos cartes. Donc, on va avoir des synergies à développer. On fait des ressources, on les transforme en points, on les transforme en d'autres choses, etc. Donc, plein de transformations. Et il faut vraiment avoir un bon engin parce qu'on ne peut pas conserver de ressources entre les tours. Non, ça, c'est quand même une twist Fait intéressante. que là, ça permet justement aux joueurs, il faut que tu sois efficace à l'intérieur d'un tour. Tu peux pas juste ramasser plein de ressources puis les dépenser dans 2 tours. Maintenant, tu vas les perdre. Fait que c'est un jeu de combo, hein, tu sais, des gros combos, un bel engin, oui. Genre d'asymétrie aussi un peu Ouais, entre les factions. chaque faction est assez différente. Chaque faction a son paquet de cartes de faction. Puis tu as un paquet de cartes général au milieu de la table. Fait que quand tu gagnes des cartes, tu peux les prendre dans le paquet général ou les prendre dans ton paquet de faction. Fait que chaque faction va avoir ses forces aussi, ses faiblesses. Un petit peu d'interaction. Pas tant que ça. Là, oui, tu peux attaquer l'autre. Tu vas détruire son bâtiment, mais... C'est pas très grave. Non, c'est pas très in your face, là. C'est... Non, ça reste ceux un beau jeu. qui ont peur ou que... Non. Ah, moi, j'aime pas ça, les jeux de confrontation. Ça reste beaucoup un jeu de plus de c'est- gestion que d'autres gros choses. jeu de cartes, gros jeu d'abus. Super bien fait, hein. Très, très intelligent comment c'est fait comme jeu. Bon choix, on ne jugera pas là. Non, Ok. non, ok. Numéro 9. Là, tu vas plus me juger. Là. Oh. C'est mon jeu de rôle caché Ah, favori. ok. C'est un jeu qui a tassé loup-garou, des jeux de ce style-là. Ouais. C'est... Ouais, il est en haut, c'est ça. Oh, je vais C'est- pas te juger, je vais t'apprécier. Secret Hitler. Yes. Oh, wow, quel chef-d'œuvre. Secret Hitler, c'est vraiment wow. Quand on s'est mis à jouer à ça, c'est clair, je veux plus jouer à loup-garou. En fait, il n'y a je vais plus, jouer à ça. on dirait, aucun jeu de rôle caché qui fait vraiment du sens. Là, Une fois que tu as joué à Secret C'est ça, Hitler. exactement. Ça a dominé tous les titres. Puis la façon qu'il guide aussi le jeu, tu parles pas de n'importe quoi, tu sais, t'as des faits, t'as des choses qui se passent, ok, mais là, il y avait-tu 3 cartes bleues, il y avait-tu 3 cartes rouges, tu sais, il y a des choses concrètes que tu peux te baser aussi, fait que des petits pouvoirs aussi qu'on peut faire à partir d'un certain moment dans la partie. Il y avait beaucoup de tension dans les parties, là. Oui. Quand on arrive au moment où, là, si on élu Hitler chancelier, il gagne automatique, fait que là, C'était Tito. Non, ça, c'est pas c'est- moi, fait que votez pour moi. c'est un jeu qui a donné des expériences de jeu vraiment mémorables, encore une fois, donc... Mais c'est un jeu qui s'inspire un petit peu aussi de Résistance ou Avalon. Mais je Il pense emprunte beaucoup à pousse, ça. pousse un petit peu plus parce que t'as plus de faits sur lesquels te baser pour faire des accusations. Que juste d'une la certaine parole, façon, que ouais. juste la parole, exactement. Donc, une petite coche de plus qui rend juste super intéressant et le jeu est quand même bien fait. Là. Ouais, il est Tu beau, tu regardes là, la boîte, puis il- beaucoup de gens me disent « Ah, c'est un vieux jeu », puis t'es comme « Non, Non. c'est sorti cette année-là ou l'année passée. Ouais. Tu sais, l'esthétique du jeu est très bien faite. Très Le belle. sujet un peu touché, mais ça rajoute au plaisir de s'accuser de fascisme autour de la table. Sinon, on peut jouer à Secret Palpatine, en faisant la version Star Wars. Ah, c'est pas pire ça pour ceux qui sont comme. plus ça. Pour jouer avec des enfants, tu sais. Jouer avec des fois, juifs. c'est un peu moins. Ah. Ou des Français. Ouais, exact. Ok! Numéro 8. 8. Numéro 8, on va s'en aller avec un jeu à thématique viking. Oh. Parce que tu sais, les vikings, c'est pas trop à mode ces temps-ci, les jeux. Ces temps-ci, ça commence à l'être un peu plus. Je vois ça, il y en a comme 4-5 derrière. C'est les pillards de la mer du Nord. Ouais, Donc, on voit ça, toutes les boîtes sont là. Le jeu de placement d'ouvriers. En fait, oui, j'ai les extensions puis la grosse boîte, tout ça, mais moi, je l'ai acheté dans la première vague là, quand il est sorti, il y a quand même 2-3 ans. Sans extension. Juste la boîte de base, la première vague, j'ai joué beaucoup avec. Puis étrangement, j'ai pas essayé les extensions encore. Là. Mais ouais, je l'ai vraiment trouvé de bonheur. Ça a été comme une petite perle, ce jeu-là, avant qu'il soit popularisé, justement, avant qu'il soit édité
sur des plus grands Mais marchés. il Là. a été nominé au Spiel 2017, au Kenner Spiel, si je me trompe pas, ou quelque chose comme ça. Ouais. Fait que ça l'a mis de l'avant beaucoup, Ouais, puis là, les beaucoup. gens en ont parlé beaucoup. Puis, ben, tu sais, un worker placement, les jeux de placement d'ouvriers, on s'entend qu'il y en a beaucoup qui sortent, puis on dirait qu'il a amené quelque chose de nouveau aussi dans sa La petite mécanique. twist qu'il a mis là, de je mets un ouvrier, j'en prends un autre, puis les ouvriers appartiennent à personne, Exact. tu sais, on les Ah, partage. ok, ok. Puis ils ont des vraiment- couleurs différentes. Ouais, puis selon la couleur, il va faire un effet différent si je vais à tel lieu, ou même si ça ne doit pas donner une restriction pour faire certaines actions, faut Exact. que tu aies la couleur de l'ouvrier. Fait que ça, c'est une belle petite twist intelligente. Le plateau, c'est immense. Là. Ouais. Le matériel, il y a des metal coins. Il y avait des metal coins dans la Ouais, version ouais, de ouais. base là, de ce jeu-là. Nice. Tu n'avais pas à payer pour les avoir. Donc, ouais, les pillards de la mer du Nord, c'est un très bon jeu de placement d'ouvriers. C'est dans mes, Un jeu, dans mes un peu de préférés. combo de cartes, pas combo vraiment, mais tu sais, il y a cet Tu as des aspect combos de- avec les habiletés de C'est ton ça. équipage, là, tu peux avoir des petites synergies qui vont se faire, ou tu vas aller faire tes raids aussi, ça va avoir de l'importance C'est euh, ça. Non, selon c'est ce ça. que tu veux faire. Fait que, un jeu quand même qui a de la stratégie, mais qui est quand même accessible aussi. Là, Mhm. On s'entend que c'est pas le plus complexe des Non, jeux de placement exactement. d'ouvriers. Là. Exactement. Donc, ouais, les pillards, ça c'est mon numéro 8. J'ai bien hâte de l'essayer, j'ai pas essayé encore, mais j'en ai beaucoup entendu parler, puis ça a l'air très cool. Numéro 7. Numéro 7, on va aller dans la vague des jeux d'évasion. Oh! Oh! Et ça. selon moi, le meilleur jeu d'évasion présentement, c'est Exit Exit. the Game. Ah, c'était bien cool, merci beaucoup. Numéro 6. Non, c'est bon, Exit. Donc Exit, un jeu malheureusement qui est jetable, mais qui va offrir Ouais. une expérience totalement unique. Des énigmes à vous casser le cerveau. Mais vraiment, ils sont bien construits de la façon qu'ils divisent aussi les 10 énigmes. Puis que tu as les indices au fur et à mesure. Tu peux travailler sur plusieurs en parallèle, ça c'est quand même Ouais. intéressant. Là. L'immersion aussi que le matériel te donne, le fait que tu puisses manipuler quelque chose physiquement, du papier que tu aies à plier, couper, faire de l'origami avec pour résoudre ton énigme, là, peu importe. Ah, Donc, c'est un jeu qui pousse la limite du jeu d'évasion en jeu de société. En effet, il est jetable, mais on dirait qu'avec toute cette tendance des legacy, des jeux à usage unique, c'est plus accepté tranquillement. c'est ça. Il y en a qui bug encore. Il y en a Ouais. qui disent non, moi j'achète pas ça, c'est jetable. Ouais, mais c'est. Ouais, ben moi je suis rendu à l'autre point où tu sais, je trouve que l'immersion créée par ces jeux-là est vraiment intéressante, mais sérieusement, le côté écologique, il est pas viable à long terme. Là. Tu sais, c'est pas viable. Là. Imaginez quand la Chine va commencer à jouer activement à des jeux de table, ce qui est en train d'arriver graduellement, mais là, commence à produire des copies d'Exit pour qu'ils soient achetés dans une semaine. Tu sais, c'est comme, ça fait pas de sens pour moi. Ça fait du sens, oui. Il va y avoir un maintenant. dépotoir de Exit à quelque part. Non, mais c'est ça, il va y avoir des Faut cadavres. s'acheter un île, ils vont- Un île, on va créer une île de copies d'Exit qui ont été brûlées. Mais oui, pour l'instant, allez-y. Hein. Flambez votre cash. Ah, il n'y a pas de jugement ici. Mais en fait, Pas de je jugement. rêve de faire quelque chose depuis tellement longtemps à l'émission, puis je vais le faire maintenant. En fait, c'est spoiler une énigme Non! d'Exit. C'est bon, non! Arrête, faut pas faire Faut ça. pas faire ça. Numéro 6. 6, c'est un jeu qui se passe dans un univers, une franchise très connue et très lucrative. Oh. Une franchise spatiale. Oh, Mhm. Oh, donc Attends, c'est. Star. Non, c'est Star Wars. C'est Star Wars. Star Wars. C'est Star Wars Assaut sur l'Empire. Oh, Emperor Assault, ok. Ouais. Donc un jeu de tous contre un. Oui. Donc il y a des joueurs qui jouent les rebelles, les autres sont ensemble, les autres sont coop. Et t'as un joueur qui joue l'Empire, qui est contre les joueurs. C'est un jeu de campagne, un jeu évolutif, où nos personnages vont évoluer, gagner des nouvelles habiletés, des nouvelles armes, Ok. etc. Donc ça vient chercher un petit peu le joueur de jeu de rôle que j'étais, cet aspect-là, un petit Ouais. dungeon crawl, avec une évolution de personnage. Encore une fois, ça a été une super expérience de jeu qu'on a eu avec ce jeu-là. Ouais. Vous avez joué la campagne À au date, on a complet. fait 2 campagnes. On a Ok. fait la campagne de base, la campagne de Hot sur la plaine de glace. Fait que là, on est rendu à la campagne de Jabba de Hot. Ah, Donc, cool, ok. on va commencer bientôt. Ok. Donc, évidemment, c'est vraiment génial. Dans ce style de jeu-là, c'est clairement C'est dans les tops. un des meilleurs. Puis Toi, qu'est-ce t'es que un ça soit... fan de Star Wars, hein, en plus. effectivement, donc ça... Mais en étant fan de Star Wars,
je suis aussi très sévère, j'ai des parce attentes que si ça très respecte hautes. pas le canon pis tout ça, c'est... Et ils réussissent quand même à nous le faire aimer, donc c'est très, très bien fait, cool. très bien Y représenté. a-tu des Jedi dans ce jeu-là, ou... C'est un spoiler. Ok, ouais, si tu Mais non, me il regardes, y en a. Ok, c'est bon. Ah oui. Numéro 5. Numéro 5, les gars, c'est un jeu Legacy. Wow, calissez-moi ça dans les vidanges. C'est Pandémie Oh Legacy, oui! saison 1. Oh, Parce que j'ai pas encore commencé la Ouais, 2. toi non plus, ok. Mais la 1, que Ah. dire de cette expérience de jeu Unique. unique et merveilleuse. Rempli de tout. Là, on peut rien dire parce qu'on peut pas spoiler. Hein. Mais là, emmenez, vous allez déchirer des cartes, vous allez ouvrir des enveloppes, vous allez mettre des stickers sur le board. C'est pas mal ça. Ah oui, C'est et pas mal voilà. ça, comme ça. Non, mais c'est vraiment... Je recommande cette expérience-là à n'importe qui. Là. Ouais, pis tu sais, une chose que j'ai tellement entendu sur Pandémie, c'est que t'as autant de fun quand tu joues pas que quand tu joues. En fait, t'en as sûrement plus, tu sais, quand tu lis les nouvelles affaires, puis quand tu découvres les nouveaux collants, puis les nouveaux personnages, tu t'es comme, oh ouais, c'est vraiment cool, puis Oui, on va upgrader ce Le personnage. hype d'ouvrir une boîte, Ouais, de c'est faire fort. comme, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh my god! Non! Des nouvelles pièces, plus! Ouais, mais Voilà. c'est vrai, c'est vraiment de même, en fait. Tu l'as bien décrit. Numéro 4. Numéro 4, c'est probablement un de mes euros préférés. Oh. C'est un jeu de placement de dés. Donc, Oh. un dice placement. Oh. C'est le jeu Les Voyages de Marco Polo. Oh, oui. Ouais. Excellent. Donc, Très bon choix. un jeu de placement de dés où on va essayer de ramasser des ressources, faire des contrats commerciaux, où on va avancer aussi un petit bonhomme sur un plateau qui va aller visiter des villes, qui va pouvoir essayer d'établir des comptoirs, qui vont te donner des bonus. Donc, des beaux petits combos, gestion de ressources, un plateau vraiment magnifique, du beau matériel. Puis ce qui est vraiment spécial dans ce jeu, c'est les personnages que vous jouez, Mhm. leur pouvoir unique. Là. Complètement différent. Ils brisent le jeu. Ah, là. ouais, Ok, ouais, c'est ça, j'ai Comme déjà t'as- entendu, ouais. T'as un personnage qui lance pas les dés. Lui, il a 6 sur toutes ses dés. Là. Ah, ok. Il a la valeur de son choix. Ouais, il a valeur de son choix. Puis là, il met des 6 ou il met ce qu'il veut. Là. Fait que tu sais, tous les personnages ont de quoi de solide comme ça. Là. Ah, les personnages c'est qui gagnent intéressant. plein d'affaires à chaque tour. Fait que, oui, il faut que tu construises ta stratégie autour de ton personnage, mais t'as vraiment l'impression d'être cool là, quand t'as ton personnage. Parce que t'as pas juste un petit pouvoir minable qui va arriver une fois de temps en temps ou pendant la Non, partie. c'est ça. Non, c'est constant puis Exact. c'est très très présent. Donc ça, ils ont eu l'audace de faire des pouvoirs vraiment puissants. En effet. C'est un de mes préférés dans le worker placement puis ces styles de jeu-là. Ah, Non, très il cool. est très le fun, mais en Ouais. effet, comme tu dis, là, les pouvoirs, c'est tellement brisé. Tu joues avec le gars qui lance pas de dés ou qui reçoit une ressource de plus à chaque Puis fois. la que- game va quand même finir serrée. Puis ça va être très très serré, Ah, là. ouais. Puis souvent, tu sais, c'est pas, y a pas 100 points d'écart, là. C'est des petits points d'écart, puis tu sais, c'est très tight. L'interaction est quand même pas si, pas pire entre les joueurs aussi. Tu dois checker ce qu'ils doivent faire. Puis tu sens la lourdeur du transport, du voyage, dans le sens que tu peux pas juste faire le tour du board et revenir. Tu sais, c'est lourd là, de te déplacer d'une place à l'autre. Ça inclut beaucoup de planification d'une certaine façon. Très bon choix. Excellent jeu. Ah, ben ça fait longtemps que je veux l'essayer, puis là, ça me remet dans cette Mm. idée-là, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Numéro 3. Numéro 3, c'est mon gros jeu du top 10. Oh! Gros jeu qui veut dire qu'il est long à jouer, là. Ok. Oh, et... Non, c'était un autre jeu dans l'univers de Star Wars. Oh! Rebellion? Oh oui, Rebellion. Donc, Et nous, on est deux nés, on n'a pas joué, mais Ah. on rêve de jouer depuis On vraiment capable, longtemps. les gars. là. On s'en Il- va dans l'acheter en revenant, je m'en vais l'acheter en Dans notre top revenant. 10, même si on n'a pas joué. Là. Ouais, c'est ça. Ah non, mais c'est totalement épique, là, les parties de Ah. Rebellion. Si vous êtes des fans de Star Wars, le moindrement, la thématique du jeu, les missions que tu fais dans le jeu, c'est comme tous des moments des films. T'es comme, Ah, ah là, j'envoie Boba Fett, là, il va cristalliser un héros, je vais capturer. Puis là, après, ah, j'envoie Darth Vader capturer quelqu'un, je vais l'interroger, il va me dire où la base rebelle. C'est comme, Oh ah. wow, ok, ça a l'air top là. Mais Ah, ben c'est- mieux que Queen Gambit, ça, là. Oh, Queen Gambit, trash pas sur Queen Gambit. Si c'est son numéro 1 peut-être. Ouais. Non, j'ai jamais joué à Queen Gambit. Ah ben ouais, mais ça a l'air vraiment Mais cool. Rebellion, c'est l'expérience Star Wars en board game. C'est C'est pas plus ce compliqué qui que ça. s'approche le plus de l'univers de Ouais. Star Wars. Ah, vraiment. Puis tout est là, puis comme... Ah, C'est vraiment un jeu pour deux. Là. Tu sais, oui, Ouais. je joue à 4. Là. Mais tu veux jouer à deux. Tu là. veux jouer à deux. Là. Il est vraiment pensé pour jouer à deux. Mm.
Puis c'est ça, c'est un duel qui va durer 3-4 heures, mais Ah oui, proportion c'est ça que je veux. épique. Puis c'est un jeu asymétrique aussi, ça c'est brillant les jeux asymétriques aussi, Oui, c'est difficile, audacieux. hein, ouais. Mais le joueur qui est l'Empire veut tout simplement trouver la base rebelle et la faire exploser. S'il fait ça, il gagne. Le rebelle, lui, il faut qu'il survive. Mais lui, il a des cartes d'objectifs qu'il essaie d'accomplir. Puis quand il fait des objectifs, il gagne de l'influence dans la galaxie. Et s'il réussit à atteindre assez d'influence, il gagne. Dans le fond, c'est que tu as une piste où tu as le jeton d'influence en haut, puis tu as le marqueur de tour en bas. Fait que les deux vont avancer en direction opposée, vers la même direction. Si les deux jetons se rencontrent, le rebelle gagne. Fait que le rebelle essaie de gagner du temps parce que plus il survit de tour, plus ça se rapproche de son marqueur à lui pour gagner. Wow. Puis le rebelle, il sent vraiment la tension. Plus la partie avance, le joueur impérial, il s'étend partout sur le plateau. Il y a des vaisseaux, il y a des armées partout. Le joueur rebelle, il y a comme 8 figurines sur le plateau complet. Il est comme... Mais il peut quand même gagner. Fait que, le jeu met beaucoup l'attention. Tu dirais qu'il est bien balancé. Il est très bien balancé. Les parties que j'ai jouées ils vont finir assez serrés que si le rebelle avait réussi tel objectif ou telle chose, il aurait pu gagner. Donc Cool. ça a bien balancé. Donc c'est une expérience de jeu totalement unique et malade. Ah ouais, d'ailleurs, j'ai une copie de Sight à échanger contre une copie de Rebellion. Je sais que ça vaut pas la peine, mais je mets 20$ de plus dedans et autre chose si vous êtes vraiment intéressé. Donc n'hésitez pas à nous écrire baladoludique@gmail.com. C'est pas encore vendu cette affaire-là. Non, c'est compliqué. On se rend compte Sight, c'est vraiment un jeu de merde, personne ne veut. Ah! Ok, donc numéro 2. C'est pas ça, non. Oups, ça a été Numéro 2, c'est mon jeu. C'est un autre jeu à 2 joueurs, mais lui plus petit. C'est Seven Wonders Duel. Oh, quel chef-d'œuvre! Quel C'est chef-d'œuvre! magnifique, Seven Wonders Duel. Très beau jeu. Puis c'est surtout que un jeu de draft à 2, on dirait qu'on ne croyait pas au début. C'est comme, voyons, un jeu de draft, Ça marche Ouais, pas. c'est c'est le ça fun marche quand pas. on est plusieurs, Ah, c'est tu ça, sais. exact. Là, il y a la twist qu'ils ont faite avec les pyramides de cartes, la façon que tu recrutes les cartes, c'est vraiment cool. Ça amène le jeu de draft dans un jeu à 2. C'est un jeu très stratégique, très on va dire back and forth. Là, faut que tu t'adaptes à ce que l'autre fait parce que sinon, il va s'en aller vers une des victoires. Fait qu'il faut vraiment s'adapter puis y aller avec ce qui est là aussi. Donc, un jeu vraiment. Toutes les expériences que j'ai eues là, avec ce jeu-là, j'ai vraiment adoré. C'est souvent des parties qui sont très serrées où il essaie de faire la victoire militaire. J'essaie de le bloquer. Puis là, il réussit. Ou c'est vraiment tiré par les cheveux. Donc, c'est vraiment, comme tu dis, un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Vraiment une belle réussite. Vraiment, tu sais, quand même, je considère quand même gamer. Faut aimer genre les jeux de gestion de il est un peu ressources. gamer. C'est pas Seven Wonders. Non, il est un peu plus corsé. C'est un niveau de Corsé, plus. exactement. Pour gagner, il faut que tu vois bien les stratégies. Peut-être moins le droit à les l'erreur façons. aussi. Là. Exactement, vu que c'est plus Absolument. de la confrontation, mais non, superbe. J'ai pas encore essayé l'extension. Moi non plus. Qui était rajoutait une dimension de plus en plus au jeu. Mais c'est automatique. Là, Un jeu aussi bon que ça, il n'y aurait même pas besoin d'une extension. Ouais, exact. exact. Oh, et le moment tant attendu. Bam, 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 bam. Le numéro 1 top game of the universe. Mon jeu favori de tous les temps, c'est le jeu Clank. Wow! Clank! Ah ouais! Clank, Fan de deck Clank, building. Clank. je Deck comprends. Building Adventure. Deck Building Yes. Adventure. Wow. Clank, c'est un jeu avec un plateau. C'est un jeu de deck building, donc on va améliorer notre paquet de cartes au fur et à mesure que la partie avance. On va avoir aussi une ressource qui est le déplacement dans celui-là. C'est ce qui est particulier. On a un plateau avec des petits personnages. Et quand on a des ressources de déplacement, on va se déplacer sur les salles du plateau. Et on va pouvoir ramasser différentes choses. Le but, c'est de ramasser des trésors, de faire le plus de points possible. Fait qu'on a une espèce d'aspect course. On a un aspect pas Sherlock un peu parce que à chaque fois qu'on joue des cartes qui ont du clang, c'est comme C'est du bruit. c'est le bruit que notre personnage fait dans le donjon. Ouais. Et plus tu fais de bruit, plus tu as de chance de réveiller. Le dragon. Oh. Fait que là, quand le dragon va attaquer, on va prendre tous les petits cubes de clang que les gens ont mis dans une zone. Ok. Quand tu joues des cartes de clang, tu mets des cubes. Et là, on prend tous les cubes, on les met dans un sac. Et là, on pige un certain nombre de cubes. Et si ta couleur est sortie, ben là, tu reçois des points de dégâts. Parce que le dragon t'a craché du feu dessus, t'as pas bien. Et tu peux mourir dans ce jeu-là si tu fais pas trop attention. Oh. Fait que
c'est un jeu qui a des belles synergies de mécanique. Je trouve le fait qu'ils ont bien intégré le deck building avec le plateau, le déplacement, le push your luck, tous ces le petits dungeon éléments-là. crawler, d'exploration de donjons, puis aussi, des fois, tu peux finir la game coincé dans le donjon, puis t'as pas réussi à sortir à temps, là. Carrément, si t'es trop greedy, des fois, tu peux Ouais, parce que dès qu'il y a quelqu'un qui est sorti, ça va mettre un timer sur la game, il va rester 4-5 tours, pour que les autres ils ont un petit sentiment d'urgence pour essayer de revenir. Non, c'est vraiment un jeu que j'adore, c'est mon jeu préféré. C'est un jeu que j'avais regardé des vidéos avant qu'il sorte, j'étais comme, hey, ce jeu-là, ça a l'air malade. J'avais des attentes vraiment élevées quand il est sorti. Ça les a remplis. J'ai sauté dessus, puis les attentes ont été vraiment... c'est vraiment cool ça. Donc j'ai adoré dès la première partie. J'ai rejoué justement hier au Tabletop Day. Nice. On a essayé la nouvelle extension avec la momie où on est dans une pyramide à la place. Donc très cool. Ce que ça rajoute aussi, il y a des jetons. Une extension qui rajoute une nouvelle map. Elle rajoute en fait 2 nouvelles maps parce que les boards sont recto verso. Puis ça rajoute une petite momie qui se promène sur le board puis qui va donner des malédictions aux joueurs qui sont des jetons qui t'enlèvent des points. Puis là, la momie c'est comme un monstre aussi, tu peux l'attaquer pour essayer de t'enlever des malédictions ou de faire de l'argent. Donc plein de petites twists intéressantes qui ont rajouté dans ce deuxième extension de Clank. Et chaque extension a son plateau, fait que c'est vraiment le fun aussi. Ça, une bonne rejouabilité ça peut changer les parties, donc c'est très encore mon jeu favori. Magnifique. C'est un jeu que je connaissais de nom mais jamais joué, mais là ça me semble super intéressant. Puis la synergie quand tu builds ton deck, as-tu quand même beaucoup de possibilités de combos puis de choses comme ça? Oui, il y en a quand même de plus en plus aussi. Dans le jeu de base, il y en a peut-être moins. C'est peut-être le seul élément qui me manquait dans le jeu de base. Puis avec les extensions, ils en rajoutent aussi. Ils ont sorti un standalone aussi, Clank in Space. Ouais, c'est ça que je vais te demander. Tu l'as-tu essayé? Oui, je l'ai essayé. J'ai fait une vidéo pour les comparer les deux, justement. Puis dans Clank in Space, ils ont ajouté un peu plus de combos. Ils ont mis des couleurs aux cartes. Fait que là, tu peux faire des synergies avec les couleurs, un peu comme à Star Realms. Là. Des factions. Donc, ils ont rajouté ça de plus. Quelques petits détails de plus aussi qui sont le fun. Mais si vous aimez les thématiques spatiales, vous pouvez y aller Clank in Space. Sinon, si vous êtes plus médiéval, allez-y Clank normal. C'est quand même 90% le même jeu. Là, donc, il y a juste quelques petites différences. Puis le thème est différent. Très cool. David, merci encore énormément pour tout ton temps avec nous. C'est super apprécié. On sait que tu es un gars très occupé et que tu dois sûrement devoir aller te faire reconnaître à l'épicerie bientôt. C'est déjà arrivé, effectivement. C'est ça que j'ai pu comprendre. Donc, c'est quelque chose que tu vas faire tout à l'heure. En attendant, les gens, s'ils veulent te suivre, s'ils veulent rester au courant de tes activités, c'est quoi le meilleur endroit pour le faire? On a notre chaîne YouTube, évidemment, qu'on peut s'abonner pour nous suivre. On a une page Facebook, on a une page Instagram, une page Twitter. On écrit aussi sur passionboardgames.com. On a notre Patreon vous pouvez nous encourager aussi. Et vous pouvez venir nous voir au Meeple Olympiade, le 9 juin, notre événement à Sorel-Tracy. Oh oui, tout le monde, on organise on loue un bus puis on y va. Voilà. Tout ça sous le nom de Professeur Board Game, c'est exact, ok. Donc Professeur Board Game, magnifique. Donc quelqu'un vraiment à surveiller pour la suite, des super vidéos vraiment intéressants. Jeff? Yes, Simon. Je te souhaite une très bonne journée, je te remercie beaucoup. À toi aussi. Parfait. Donc on se revoit la semaine prochaine. Balado Ludique remercie son diffuseur jeu.ca. La musique est une gracieuseté de bensound.com.